Bonjour à tous, prenez un thé, installez-vous, parce qu'aujourd'hui on parle de mode, mais pas n'importe quelle mode. Aujourd'hui on plonge dans l'histoire de Yves Saint Laurent, ce génie qui a transformé la haute couture en œuvre d'art. Notre histoire commence en 1960. À ce moment-là, Yves, il a 24 ans, il vient de rencontrer Pierre Berger. Globalement, entre eux, c'est l'alchimie immédiate. Ils s'installent très vite ensemble et ils achètent leur première œuvre d'art, qui est un oiseau sénoufo, donc une sculpture en bois. Et ça, c'est le début d'une collection d'art complètement dingue qui va marquer en fait toute la carrière de Yves Saint Laurent. Mais patience, on y reviendra. Quelques mois plus tard, on est le 4 décembre 1961 et c'est la date à laquelle ouvre la maison de couture Yves Saint Laurent. Yves, il n'a pas encore 30 ans à ce moment-là et il ouvre sa première maison de couture avec l'aide de Pierre Berger après avoir dirigé quelques collections chez Dior. Et donc une collection qui a un petit peu moins de succès fait que la maison Dior décide de s'en séparer. Il était un petit peu tendu et c'est à ce moment-là qu'il m'a regardé, qu'il m'a dit nous n'avons pas d'autre solution, nous n'en avons qu'une, toi et moi. Quand je sortirai de là, on ouvrira une maison de couture. Et je lui ai dit évidemment. C'est à l'automne-hiver 1965 que Yves Saint Laurent va pour la première fois marquer le monde de l'art. Il faut savoir qu'au début des années 60, c'est l'arrivée de nouveaux couturiers, il y a André Courrèges, Pierre Cardin. Youri Gagarin a fait son premier voyage dans l'espace. À Londres, de l'autre côté de la Manche, Marie Quant a lancé la mini-jupe en 1962. La jeunesse s'en empare, on est à l'ère de la modernité. Faut savoir que Yves Saint Laurent, il avait toujours des piles de livres, que ce soit de l'art, de l'architecture, des choses comme ça, qui traînaient partout. À certains moments, il se retenait d'ouvrir ces livres-là, parce que sinon il savait qu'il allait plonger dans un focus et dévier de la collection sur laquelle il bossait. Pourtant, il ouvre un des livres qui est sur sa table, Piet Mondrian, sa vie, son œuvre. Saint Laurent découvre alors un artiste décédé en 1944, qui est assez méconnu du public français, et qui traite le beau avec beaucoup de rigueur et de pureté dans les formes et les couleurs. À ce moment-là, c'est le déclic. C'est sa modernité à lui qu'il retrouve dans Piet Mondrian. Dans l'atelier Saint Laurent, on est quelques mois avant le défilé du 6 août 65. C'est l'effervescence. Il y a plus de 100 modèles qui sont sur le point d'être terminés. Des boucles. Habillé, je ne sais pas, alors je suis pas prête. Yves reprend ses crayons et dessine 26 nouveaux modèles produits en dernière minute qui marqueront la mode. Les robes Mondrian, en fait, c'est la simplicité extrême et en même temps avec beaucoup de complexité technique. Par son altération, on devine en fait l'intérieur qui est tout entoilé puisque cette robe est entoilée à la façon d'un tailleur. Le savoir-faire vraiment haute couture, c'est que toutes les pinces sont résorbées dans les lignes de couture. Saint Laurent invente les robes tableaux ou les tableaux portables finalement. La presse parle de révolution à ce moment-là. La robe Mondrian devient une icône. Au final, cette collection, elle va propulser les deux artistes sur le devant de la scène. Saint Laurent, avec cette collection, il affirme sa jeunesse et sa modernité, ce qui lui manquait sur les toutes premières collections. Et Piet Mondrian, il atteint une reconnaissance, notamment par les musées français. Et 4 ans après cette collection Yves Saint Laurent, ce sera la première rétrospective Mondrian en France. Suite au succès énorme des robes Mondrian, Yves Saint Laurent continue sur sa lancée des robes tableaux et cette fois-ci il le fait un an plus tard en 1966 en rendant hommage au pop art. En faisant ça, il continue de se plonger dans la modernité de son époque, notamment avec des artistes, cette fois-ci qui sont ultra contemporains à sa génération, mais qui, comme Mondrian, sont assez ignorés des musées à ce moment-là. Regardez par exemple cette robe qui est inspirée du tableau Earth de Jim Dines et qui date de 65. Ou encore cette robe qui est inspirée de Sunrise de Roy Lichtenstein, pareil de 1965.
Avec ses robes tableaux, Saint Laurent, en fait, il veut rendre l'art portable, mais genre littéralement. Regardez par exemple dans cette illustration du magazine Life, on pourrait presque lui reprocher à ce moment-là de pas oser interpréter les œuvres dont il s'inspire. C'est un premier pas, mais au final, vous allez voir, ça va l'emmener plus loin. Cette même année 1966, ça marque aussi l'année de la découverte de Marrakech par Yves Saint Laurent. Et alors, cette ville, en fait, ça deviendra sa ville de cœur. Là-bas, il est surtout frappé par les couleurs et les lumières, l'artisanat. Il ira même jusqu'à dire que avant Marrakech, il ne savait travailler que le noir. Bref, quelques mois après sa découverte de Marrakech, il sortira sa célèbre collection inspirée par les arts africains. Souvenez-vous, je vous ai dit au début que la première œuvre de la collection de Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, c'était un oiseau sénoufo. Alors, c'est une œuvre, une sculpture qui tient son nom de la communauté de Côte d'Ivoire où il a été sculpté. Pour un peu plus de contexte, à cette période-là, on est en pleine montée des mouvements pour les droits civiques des Afro-Américains. Malcolm X a été assassiné 1 an plus tôt. Et durant l'année 66, il y aura des grandes émeutes un peu partout aux États-Unis. Dans le milieu de la culture, à Dakar puis à Paris, on se mobilise aussi pour faire connaître l'art africain. Donc il y a des choses qui sont mises en place, notamment... Le premier résultat de ce premier congrès de 56, c'est la préparation du festival. C'est l'idée d'abord du festival des arts nègres à Dakar en 66, 10 ans après. Ça a germé dans l'esprit de Alioune Diop, qui en a parlé à Senghor, qu'il a adopté tout de suite. Ça nous a donné des forces nouvelles. Et autour d'Alioune Diop, vraiment... une Afrique nouvelle naissait. Tout ce que le monde noir compte de créateurs se retrouve à Dakar. Les jazzmen américains et les ballets Dogon. Les sculpteurs sénégalais comme les peintres brésiliens. Yves Saint Laurent, il s'enrichit à la fois de cette exposition, de ce qu'il entend autour de lui, de ce qu'il voit dans l'actualité, et aussi d'un livre spécifique qui s'appelle Civilisation noire, écrit par Jacques Maquet, dans lequel on retrouve des inspirations très précises pour quelques-unes de ses créations, hommage aux arts africains. Notamment ce manteau de raffia roux au col brodé de perles en bois qui semble assez inspiré des vêtements traditionnels des danses rituelles du peuple Dogon. Ou encore cette robe organza, brodée de rhodoïdes et de perles de bois, dite Bambara, que Yves Saint Laurent décrit comme une robe totem, inspirée par les statues féminines Nieneli, qui signifie petite préférée en Bambara, et qui est inspirée du Bogolan, au niveau de la géométrie de ses motifs et de la broderie des perles. Cette fois, on avance en 1968, soit 2 ans plus tard, et c'est le début des années disco. Saint Laurent, il est à Paris, il sort beaucoup dans les soirées parisiennes. Un soir, il est dans une boîte de nuit parisienne et il tombe sur une jeune femme ultra extravertie, très sympa. Elle se présente, c'est Loulou de la Falaise. Ils s'entendront genre grave bien, tellement bien qu'elle viendra travailler pendant 30 ans dans la maison Yves Saint Laurent jusqu'à la mort même de Yves Saint Laurent. I asked Mr. Saint Laurent about the spirit of the new collection. Quel est l'esprit de ta nouvelle collection? La gaieté, je crois. C'est l'une des amies et muses qui sera les plus proches de Yves Saint Laurent. Et c'est Loulou qui lui présentera Andy Warhol en 1968. Donc faut savoir que Warhol et Saint Laurent, ils se ressemblent énormément. C'est vraiment les deux grands timides qui sortent en boîte et qui font la fête, mais qui restent un peu dans leur coin, assis sur un canapé à discuter, quoi. Ils refont le monde, ils parlent d'art, ils parlent de culture, ils s'entendent ultra bien sur leur vision de la mode.
Andy Warhol, globalement, c'est le mec du pop art. Le pop art, c'est la reproduction de l'art. Yves Saint Laurent, à ce moment-là, il traite l'art en faisant des robes tableaux ou des tableaux portables. Donc on voit un peu la synergie qu'il peut y avoir entre ces gens-là. Mais à ce moment-là, dans la presse, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Vos collections sont-elles encore des collections ou des vernissages ? Cessez d'avoir un pied dans la couture et l'autre au musée d'art moderne, dira Romain Gary à propos de Yves Saint Laurent. On attend de lui qu'il fasse mieux, que ce soit un créateur qui aille chercher une inspiration plus profonde dans l'art, quelque chose d'autre. En 1969, sa vision, elle commence un petit peu à évoluer sur l'art et c'est pour sa collection Automne-Hiver que Yves Saint Laurent collabore avec la sculptrice Claude Lalanne, qu'il connaît déjà depuis de très nombreuses années, ils sont déjà amis dans la vie, tout ça. Il va un jour dans son atelier et il voit une espèce d'ébauche de sculpture qui moule un corps que Claude Lalanne a laissé dans un coin. Lui, il a l'idée de lui demander « Ok, est-ce que tu veux bien mouler le corps de 2 de mes mannequins préf et je vais en faire des tenues pour mon prochain défilé, ma prochaine collection. » Claude Lalanne accepte. Elle réalisera pour lui 2 sculptures portables faites de moulages ultra réalistes et qui viennent orner 2 robes de fin de collection de Yves Saint Laurent. Et en fait, ce qui est précis avec ces 2 créations, c'est qu'on sort de la reproduction d'œuvres littérales. Yves, il collabore entièrement sur une nouvelle œuvre avec une artiste indépendante et qui n'existe que sur ce défilé. Sa mode, elle devient art à ce moment-là via le travail de Claude Lalanne en fait. On avance cette fois-ci encore un peu plus loin jusqu'en 1979. Cette fois, pour changer, Yves rend hommage à un artiste qui est mondialement connu, Picasso. C'est au cours de l'exposition Ballet russe à la Bibliothèque nationale de France en 1979 que Saint Laurent tombe sur des croquis réalisés par Picasso en 1917. Yves, il est subjugué par la modernité des dessins de Picasso en fait sur un sujet qui est ultra ancien, les ballets. Dans cette collection, l'art, il devient inspiration pour créer de nouvelles œuvres textiles. Yves Saint Laurent, il dira avoir ressenti une joie artistique à travers cette collection. Et on remarque qu'il commence à s'inspirer des techniques des artistes qu'il admire pour travailler à leur manière. Et non plus juste en reproduisant une œuvre. Par exemple, il commence à développer une technique de broderie en espèce de patchwork de tissu, en aplat, qu'il va développer aussi sur les autres collections suivantes. Cette collection hommage à Picasso, elle est présentée 5 mois avant l'inauguration du musée Pablo Picasso Paris. C'est une collection qui fait date de fou dans la carrière de Yves Saint Laurent. Ça, ce sont des images du défilé Automne-Hiver 1981. Et c'est sur ce défilé, de mon point de vue, qu'on peut trouver une forme d'aboutissement du parcours artistique de Saint Laurent. Cette année-là, il présente une collection qui est inspirée par les œuvres de Henri Matisse et Fernand Léger, notamment. On se rend compte qu'il mélange les matières, il fait des patchworks, il travaille avec une grande maîtrise sur plein de sujets techniques de la mode et il continue notamment à développer la technique dont je vous ai parlé de peinture à l'aiguille. Oui, notamment pour apercevoir une fleur polychrome qui est donc ce motif qui est agrandi par Fernand Léger dans les années 1950 au moment où il travaille avec le céramiste Roland Brice qui l'aide à réaliser ces sculptures. Le couturier s'est associé à une brodeuse, André Brossard de Marais, qui a donc fait ses applications de motifs à la Fernand Léger. À ce moment-là, il puise aussi dans son immense collection d'œuvres d'art pour s'inspirer. Par exemple, il possédait 4 tableaux de Henri Matisse, ce qui est vraiment pas rien. Et il avait également une dizaine d'ouvrages sur les œuvres de Henri Matisse. On sent qu'il est vraiment dans cet univers-là, qu'il maîtrise cet univers-là et qu'il essaye à sa manière de s'inscrire dans cette représentation de l'artiste aussi.
Ce type d'aboutissement-là de cette collection automne-hiver 81, on va le retrouver dans beaucoup de ses dernières collections, comme s'il avait englouti l'art pour ressortir quelque chose lui aussi d'artistique. On peut citer par exemple cette robe de mariée de 1986 qui est inspirée des crinolines des tableaux de Monet. Il y a également cette veste qui représente les tournesols de Vincent van Gogh. Cette veste, elle défile en 1988 sur le podium Yves Saint Laurent, pile au moment où la cote de Vincent van Gogh commence à exploser aussi dans le monde de l'art. Il s'en sert aussi pour promouvoir son travail à lui, se mettre dans une espèce de lignée derrière un peu l'aura des artistes qu'il admire tant. Cette mariée-là, qui est une robe de mariée ultra originale et qui paraît sortir d'un tableau de Botticelli, défile chez Yves Saint Laurent en 1989. Bref, à ce moment-là, Yves Saint Laurent, il maîtrise et il revisite l'art pour le faire sien. Il devient, de mon point de vue, l'artiste couturier. Et ce statut d'artiste couturier, en fait, il lui sera d'une certaine manière décerné de son vivant, puisque en 1983 a lieu une exposition consacrée à Yves Saint Laurent au Metropolitan Museum of Art de New York, ce lieu emblématique de la mode contemporaine, où on organise le Met Gala tous les ans. Et il faut savoir à ce moment que c'est la première fois qu'on a une rétrospective consacrée à un couturier de son vivant. Finalement, Yves Saint Laurent, c'est le couturier qui, de son temps, a le plus travaillé sur la relation entre art et mode, et sur cette frontière-là. Alors la prochaine fois que vous croiserez une création de Yves Saint Laurent, pensez à regarder au-delà du vêtement, si vous ne voyez pas une œuvre d'art. C'est ultra intéressant de regarder ça, d'observer l'art à travers les yeux d'Yves Saint Laurent dans ses propres créations. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.